Il y a des silences qui crient. Il y a des pièces où la lumière du soleil n'est jamais entrée. Il existe des vérités si sombres que l'esprit se brise en essayant de les comprendre. Elles ne font pas la une des journaux. On n'en discute pas dans les cafés. Elles vivent dans l'ombre, dans la poussière qui s'accumule sur un dossier oublié, dans le murmure étouffé d'un voisin qui sait, mais qui se tait, par peur, par indifférence. Aujourd'hui, nous allons briser l'un de ces silences. Nous allons entrer dans l'une de ces pièces. Une histoire qui se cache à la vue de tous, au cœur de Puebla. Une histoire qui vous changera. Qui vous glacera le sang, oui. Mais qui, surtout, vous obligera à regarder. À regarder là où la société a décidé de détourner le regard. Je m'appelle Matteo Del Valle, et voici Réalité interdite. L'espace où nous racontons ce que personne d'autre n'ose murmurer. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une fiction d'horreur. C'est un voyage dans les profondeurs d'un amour qui a pourri. Un amour qui s'est transformé en cage, en un évangile de folie et de sang. C'est la chronique d'une mère qui n'a pas élevé un fils. Elle a élevé un remplaçant, un projet sacré, son futur mari. Si à un moment donné vous sentez que c'est trop, je vous comprends. Mettez la vidéo en pause. Respirez. Personne ne vous jugera. Mais si vous restez, si vous décidez de m'accompagner dans cet abîme, je vous demande de le faire avec un cœur ouvert et un esprit disposé. Non pas pour juger l'horreur, mais pour comprendre les fissures par lesquelles elle s'infiltre. Et si, à la fin, tu ressens ce mélange de rage et d'impuissance, inscris-toi. Pas pour moi. Pas pour un chiffre sur un compteur. Fais-le pour chaque victime dont le cri s'est éteint dans la bureaucratie. Pour chaque enfant dont l'existence a été réduite à un formulaire. Pour que leur écho, leur mémoire, ne meure pas dans le silence d'un dossier. Commençons. Partie 1. Le dossier portait le numéro 34B 2023. Un code. Froid. Anonyme. Comme les centaines de dossiers identiques qui s'empilaient sur les étagères métalliques du bureau des services sociaux de Puebla. Chacun d'entre eux résumait une tragédie sur du papier de mauvaise qualité. Chacun attendant son tour dans le purgatoire de la bureaucratie. Mais celui-ci était différent. Personne ne le savait encore. Pas même Sofia Ramirez, l'assistante sociale qu'il avait reçue ce mardi matin. Le dossier tomba sur son bureau dans un bruit sourd, lancé par la main apathique d'un employé administratif qui ne pensait déjà plus qu'à l'heure du déjeuner. Sofia était jeune, 26 ans. Elle avait encore cette étincelle dangereuse dans les yeux, cette conviction naïve que son travail comptait, qu'elle pouvait faire pencher la balance, qu'une signature de sa part, une visite au bon moment, pouvait changer un destin. Le système n'avait pas encore réussi à briser son esprit. Mais il essayait. Elle lut la première page. L'entête officielle du 911. Rapport de négligence potentielle. Une plainte anonyme. Par téléphone. La transcription était brève, presque un télégramme. Opérateur. 911. Quelle est votre urgence? Voix, déformée, chuchotante. C'est à propos de mes voisins, la Maison Blanche. Opérateur, avec un bâillement audible. Madame, j'ai besoin d'une urgence active. Y a-t-il des cris? Un incendie? De la violence? Voix. Non, pas pour l'instant. C'est l'enfant. Il ne sort jamais, jamais. Je l'entends parfois, comme s'il chantait, mais ce ne sont pas des chants d'enfants. Opérateur, Madame, s'il n'y a pas de danger imminent. Voix. Il n'a pas d'amis. L'école, je ne l'ai jamais vu en uniforme. Quelque chose ne va pas. S'il vous plaît. Opérateur, tapant sur son clavier sans enthousiasme. Compris.
Une unité des services sociaux pourrait passer vérifier. Adresse. Voix. Donne l'adresse. Ne lui dites pas que c'est moi. Elle, la mère, elle me fait peur. Clic. Fin de la transcription. Peur. Ce mot resta suspendu dans l'esprit de Sophia. D'après son expérience, les voisins n'appelaient pas par peur. Ils appelaient pour du bruit, pour des nuisances. La peur était un ingrédient différent, plus pur, plus réel. Sophia regarda l'adresse. Colonia El Suspiro. Un nom poétique pour un endroit qui avait perdu son souffle depuis longtemps. Un labyrinthe de rues, en terre battue et de maisons à moitié construites. Des tiges d'acier rouillées pointant vers le ciel, comme des doigts squelettiques priant pour un miracle qui n'arriverait jamais. Un endroit où la présence de l'État ne se faisait sentir que sous la forme de patrouilles qui passaient sans s'arrêter. Elle prit les clés de sa vieille Tsuru. Le cendrier était rempli d'emballages de chewing-gum, symbole de son anxiété. Comme d'habitude, le moteur toussa 2 fois avant de démarrer. Un bruit familier qui, ce matin-là, lui sembla être de mauvais augure. Pendant qu'elle conduisait, le paysage urbain s'effondrait. Les immeubles de bureaux laissaient baisser place à des magasins de quartier. Les magasins laissaient de place à des garages, les ateliers au néant. L'asphalte se transformait en poussière. Sophia pensait aux affaires de la semaine. Une fillette de 5 ans avec des brûlures de cigarettes sur les bras. Le beau-père a dit qu'elle était tombée. Affaire classée pour manque de preuves. Un vieil homme abandonné par sa famille, vivant parmi ses propres excréments. Il a été transféré dans un asile surpeuplé. Problème résolu. Un adolescent accro à la colle qui volait pour assouvir son vice. Le système l'a classé comme délinquant et non comme victime. Sophia avait l'impression que son travail ne consistait pas à sauver des gens, mais à les classer, à étiqueter la douleur. Négligence, abus, abandon. Des mots qui stérilisèrent l'horreur. Elle pensait être prête à tout. Elle pensait que plus rien ne pouvait la surprendre. Comme elle se trompait. Elle arriva à la Colonia El Suspiro. L'air sentait la terre humide, les ordures brûlées et le désespoir. Et puis, elle la vit. La maison. Elle était exactement comme la voisine l'avait décrite. Blanche. Mais ce n'était pas un blanc normal. C'était un blanc agressif, impeccable. Un affront à la décadence qui l'entourait. La façade semblait avoir été repeinte récemment. Chaque jour. Il n'y avait pas une seule tache de boue, pas une seule fissure. Sur le petit porche, une rangée de pots de fleurs avec des géraniums rouges, parfaitement alignés. Pas une seule feuille sèche, pas un seul pétale tombé. C'était une propreté qui ne traduisait pas la fierté. Elle traduisait l'obsession. Une propreté qui ne recherchait pas la beauté, mais qui cherchait à cacher quelque chose. C'était un masque de normalité sur un visage déformé. Sophia sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce n'était pas le froid du matin. C'était le rejet instinctif de quelque chose de profondément contre nature. Elle gara la Tsuru à quelques mètres. Elle coupa le moteur. Le silence fut immédiat. Un silence dense, anormal. Dans ce quartier, il y avait toujours du bruit. Des chiens qui aboyaient, la musique de radio lointaine, des enfants qui criaient. Mais autour de cette maison, le son s'éteignait. Sophia prit une profonde inspiration avant de sortir de la voiture. Et elle perçut une autre odeur, mêlée à la poussière et aux ordures. Quelque chose de sucré, écœurant. Comme des fleurs sur le point de pourrir mélangées à de l'encens bon marché. Une odeur de veillée funèbre. Elle marcha vers la porte.
Ses chaussures soulevaient de petits nuages de poussière. La porte était en métal lourd, peinte du même blanc obsessionnel, sans judas, sans fenêtre. Une plaque d'acier qui scellait l'intérieur de l'extérieur. Elle frappa 3 fois avec les jointures. Le son fut absorbé par la porte, sourd, mort. Comme s'il n'y avait pas une maison de l'autre côté, mais de la terre compacte. Elle attendit. Une minute qui lui sembla durer 1 heure. Le seul bruit était celui de sa propre respiration. Il frappa à nouveau, cette fois avec la paume de la main. Un coup plus fort, plus autoritaire. « Services sociaux !» Sa voix était plus tremblante qu'il ne l'aurait voulu. Silence. Sophia regarda autour d'elle. Les maisons voisines semblaient aveugles. Rideaux tirés, les portes fermées. Personne ne voulait voir. Personne ne voulait savoir. Elle était sur le point de faire demi-tour, de laisser l'avis officiel dans l'encadrement de la porte. Le formulaire 3A. Échec de la première tentative de contact. Respecter le protocole. Revenir demain. Mais alors, elle l'entendit. Un murmure, faible, rythmique, comme une litanie. Elle colla son oreille contre la surface froide du métal. L'odeur d'encens était plus forte ici. Elle s'infiltrait par les fissures. La voix était celle d'une femme, douce, mélodieuse, presque hypnotique. « Tu es mon roi, mon soleil, mon commencement et ma fin. Tu as été créé de ma chair pour revenir à ma chair. Tu es l'agneau et tu es le Dieu. Tu es mon époux céleste. » Sophia fronça les sourcils. Les mots étaient étranges, inquiétants. Une secte? Une femme priant seule? Peut-être que le rapport ne concernait que cela. Une femme étrange, pas un crime. Et puis, elle entendit l'autre voix. Une voix d'enfant, petite, monotone, répétant chaque phrase comme un écho sans âme. « Je suis ton roi, ton soleil, ton commencement et ta fin. J'ai été créé à partir de ta chair pour retourner à ta chair. Je suis l'agneau et je suis le Dieu. Je suis ton époux céleste. » Le cœur de Sophia s'arrêta. Non, ce n'était pas une prière. C'était un endoctrinement. Le métal de la porte était comme un bloc de glace contre sa joue. La peur, un animal endormi, commençait à se réveiller dans son estomac. Quelque chose était fondamentalement brisé dans cette maison. Elle sortit son téléphone. L'écran brillait sous le soleil matinal. Elle hésita. Qui appelait? La police? Bonjour, monsieur l'agent. Il y a une maison où un enfant dit être le mari céleste de sa mère. Il pouvait imaginer les rires à l'autre bout du fil. Il lui dirait qu'il n'avait pas les ressources nécessaires pour s'occuper de choses folles. Qu'il revienne avec un mandat, avec des preuves, le système. Toujours ce maudit système, exigeant des preuves de l'horreur avant de lever le petit doigt pour l'arrêter. Il décida de suivre la seule voie qui lui restait. La confrontation. Il frappa à la porte avec son poing fermé. De toutes ses forces. Le métal vibra. « Services sociaux. Ouvrez la porte immédiatement. C'est une visite obligatoire. » Le chant s'arrêta. D'un coup, le silence qui suivit était pire que le murmure. Un silence chargé de tension, de surprise, de rage. Les secondes s'écoulèrent, longues comme des éternités. Enfin, le bruit des verrous, lourds, multiples, comme ceux d'une cellule. 1. Un grincement métallique. 2. Un coup sec. 3. Un dernier clic. La porte s'ouvrit. À peine une fente, une dizaine de centimètres d'obscurité. Et dans cette obscurité, un œil l'observait. Un grand œil sombre, encadré de longs cils. « Oui », dit une voix qui était du pur miel.
douce et maîtrisée. C'était la voix du chant. La femme qui l'observait depuis l'ombre était belle. D'une beauté presque irréelle. Un visage aux traits fins, des pommettes hautes, des lèvres pulpeuses. Elle sortit de l'ombre et se tint sur le seuil. Un sourire serein, étudié, sur son visage. Elle portait une simple tunique blanche. Ses longs cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules. Elle ressemblait à une sainte sortie d'un tableau de la Renaissance. « Bonjour » dit Sofia en se ressaisissant. Elle sortit sa carte d'identité. « Je suis Sofia Ramirez, des services sociaux. Nous avons reçu un signalement et... » « Ah, une erreur, sans doute. » l'interrompit la femme, sans cesser de sourire. Sa voix était comme un sédatif. « Tout est en ordre ici. Nous sommes une famille pieuse et heureuse. Nous ne dérangeons personne. » Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Ses yeux sombres étaient comme des puits, froids, vides de toute émotion authentique. C'étaient les yeux d'un prédateur qui feignait le calme. « Je comprends, » insista Sofia. « Mais le protocole m'oblige à vérifier l'état du mineur. Ce n'est qu'une routine. Cela ne prendra pas plus de 5 minutes. » Le sourire de la femme se crispa d'1 millimètre au coin. « Mon fils, Angel, est en pleine méditation profonde, » dit-elle. « Il ne doit pas être dérangé. De plus, il est un peu malade. Je ne voudrais pas qu'il soit contaminé. » L'excuse parfaite. Impossible à réfuter sans paraître agressive. Mais Sofia ne pouvait pas partir. Le murmure de l'enfant répétait les mots dans sa tête. « Je suis ton épouse céleste. »« J'ai juste besoin de le voir, » dit Sofia d'une voix plus ferme. « Pour m'assurer qu'il va bien. Depuis la porte de sa chambre, si vous préférez. Le protocole est très strict. » Elle utilisa le mot magique. « Protocole », le langage que le système comprenait. La femme soupira. Un long soupir théâtral. Le soupir d'une martyre à qui l'on impose un fardeau injuste. « Très bien, » céda-t-elle, sur le ton de quelqu'un qui accorde la plus grande des faveurs. « Mais soyez brève. La connexion de mon ange avec le divin est très délicate. » Elle ouvrit complètement la porte, et avec ce sourire béat, elle invita Sofia à entrer dans la gueule du loup. Le seuil était une frontière. En le franchissant, Sofia sentit un changement dans la pression de l'air. Comme si elle entrait dans une bulle hermétique, séparée du reste du monde. L'intérieur était encore plus déconcertant que la façade. L'ordre était absolu, maniaque. Les meubles en bois sombre, lourds et démodés brillaient d'une couche de cire fraîchement appliquée. Le sol en carreaux blancs et noirs, un damier parfait, semblait refléter un ciel nuageux. Il n'y avait pas un grain de poussière flottant dans l'air, pas un objet hors de sa place. Il n'y avait pas de portrait sur les murs, pas de dessin d'enfant collé sur le réfrigérateur, pas de chaussures éparpillées près de la porte. Il n'y avait aucun signe de vie, seulement des signes de contrôle. L'odeur était le pire. Ce mélange nauséabond d'encens de santal, de fleurs fanées et d'une douceur chimique, comme celle d'un désodorisant bon marché. Un cocktail olfactif conçu pour masquer une autre odeur. Une odeur plus profonde, plus organique. L'odeur de la décomposition. « Ma maison est mon temple », dit Esperanza en fermant la porte derrière elle. Les 3 verrous se refermèrent, un par un son définitif. Métallique. Le bruit d'un piège qui se referme. Sofia sentit un nœud glacé se former dans son estomac. Elle était enfermée. « Et votre fils ?» demanda-t-elle, essayant de rendre sa voix ferme, professionnelle.
Angel est dans son sanctuaire, répondit Esperanza, commençant à marcher dans un long couloir sombre. Il communie. Elle flottait sur le carrelage. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit. Sofia la suivit. Chacun de ses pas résonnait dans le silence. Un écho maladroit et profane dans ce temple de la folie. Les murs du couloir étaient nus. Le blanc était si pur qu'il faisait mal aux yeux. Il n'y avait pas de porte, sauf une au bout, également blanche, immaculée. Esperanza s'arrêta devant elle. « Mon ange est très sensible aux vibrations du monde extérieur, » murmura-t-elle en tournant son visage vers Sofia. Son expression était d'un sérieux mystique. « C'est un être de lumière. Et vous apportez avec vous le bruit du monde, la saleté. S'il vous plaît, ne le contaminez pas. » Elle posa une main sur la porte, comme si elle sentait l'énergie à l'intérieur. « Ne parlez pas fort. Ne faites pas de mouvements brusques. Et surtout, ne le touchez pas. » Elle ouvrit lentement la porte, sans un seul grincement. L'obscurité de la pièce se répandit dans le couloir. Une obscurité presque totale. Sofia devina que les fenêtres étaient scellées, bloquées. La seule lumière provenait d'une petite lampe de sel dans un coin qui projetait une lueur rose et malsaine sur les objets. L'odeur ici était insupportable. L'encens était plus dense. La douceur était presque tangible. Et sous tout cela, cette autre odeur, métallique, comme celle d'une boucherie fermée depuis des jours. Sofia retint son souffle. Ses yeux mirent du temps à s'habituer à l'obscurité. Et puis, elle le vit. Au centre exact de la pièce, il y avait un lit. Un grand lit, avec une tête de lit en bois sculptée de figures d'anges et de saints. Il ressemblait à un autel. Et sur l'autel, assis le dos parfaitement droit, comme un pharaon sur son trône, se trouvait l'enfant, Angel. Il devait avoir environ 12 ans, mais son corps était celui d'un enfant de 8 ans. Mince, fragile. Sa peau était d'une pâleur cireuse, comme si le sang avait cessé d'y circuler. Ses cheveux noirs, longs et raides, tombaient sur ses épaules, encadrant un visage aux traits délicats. Il portait une tunique blanche, identique à celle de sa mère. Et il regardait devant lui, un point fixe sur le mur opposé. Ses yeux, oh mon Dieu, ses yeux. Ils étaient grands ouverts, immenses, mais complètement vides, éteints. 2 billes de verre sombre sur le visage d'une poupée de porcelaine. Il ne clignait pas des yeux. Il ne bougeait pas. Seul le léger mouvement de sa poitrine indiquait qu'il était vivant. « Angel, mon amour », dit Esperanza de sa voix chantante en entrant dans la pièce. « Nous avons une visite du monde profane. Elle est venue admirer ta pureté. » L'enfant ne réagit pas. « Il est dans une transe très profonde aujourd'hui, » dit Esperanza avec un petit rire qui donna la chair de poule à Sofia. Parfois, il voyage si loin qu'il met du temps à revenir. Sofia fit un pas en avant, puis un autre. Le sol était froid sous ses chaussures. L'air était lourd. Elle s'agenouilla près du lit pour être à la hauteur de l'enfant. L'odeur de métal et de pourriture était plus forte près de lui. « Bonjour, Angel », dit-elle doucement, presque dans un murmure. « Je m'appelle Sofia. Je suis une amie. » Lentement, avec la raideur d'une marionnette dont les fils sont tendus, l'enfant tourna la tête. Ses yeux vides se fixèrent sur ceux de Sofia. Et pour la première fois, Sofia ressentit une véritable terreur. Ce n'était pas le regard d'un enfant. Il n'y avait ni curiosité, ni peur, ni colère. Il n'y avait rien. C'était comme regarder dans l'abîme, dans l'absence totale d'une âme. Sofia voulait crier,
Elle voulait s'enfuir. Elle voulait courir hors de cette maison des horreurs et ne pas se retourner. Mais elle se força à rester. À cause de cette absence. À cause de ce vide. Elle tendit la main, ignorant l'avertissement de la mère. Elle avait besoin d'un contact, d'une preuve que c'était réel. Elle allait toucher son épaule, mais son regard se détourna vers le poignet de l'enfant, qui reposait sur le drap blanc. Et elle le vit. Une marque, une cicatrice circulaire, d'une couleur rose foncé, parfaitement définie. Ce n'était pas une blessure accidentelle, elle avait été faite, dans un but précis. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sophia, la voix tremblante. Elle ne quitta pas la cicatrice des yeux. Le silence devint pesant. L'atmosphère amicale vola en éclats. « Retirez votre main, » dit Esperanza. Sa voix n'était plus douce comme du miel. Elle était froide comme l'acier. Sophia leva les yeux. Le sourire de la femme avait disparu. Son visage était un masque de rage contenue. « Je vous ai demandé ce que c'était, » répéta Sophia en montrant la marque. Esperanza s'approcha. Elle planait au-dessus d'elle comme une ombre. « C'est le sceau de notre pacte sacré, » siffla-t-elle. « La première des 7 clés, la marque qui vous lie à moi et moi à vous, pour l'éternité. » Sophia resta figée. Ces mots n'avaient aucun sens. C'était le délire d'un esprit brisé. « Vous ne comprenez pas le véritable amour, » continua Esperanza, sa voix gagnant en ferveur fanatique. « L'amour de votre monde est sale, temporaire, égoïste. Notre amour est pur, éternel. Un sacrifice. » « Un sacrifice ?» parvint à articuler Sophia. « La douleur purifie l'âme, » déclara Esperanza. Chaque année, le jour de sa naissance, nous consacrons notre pacte par le feu. Le feu brûle le péché. Le feu nous unit. Elle lui confessait la torture, comme s'il s'agissait d'un acte de piété, avec fierté. Sophia regarda à nouveau l'enfant. Son visage restait inexpressif, une toile vierge. Mais alors, elle vit quelque chose, un tremblement, presque imperceptible, sur sa lèvre inférieure. Et ses lèvres s'écartèrent. Et de cet abîme de silence, un souffle d'air surgit. Un mot, enroué, sec, comme si ses cordes vocales avaient oublié comment vibrer. « Aide-moi !» Ce n'était pas un cri. Ce n'était pas une supplication. C'était une simple constatation. Un fait. Mais pour Sophia, c'était le son le plus assourdissant qu'elle ait jamais entendu de sa vie. C'était la preuve. La preuve que sous cette coquille vide, quelqu'un était toujours là. Quelqu'un appelait à l'aide. En un instant, la peur de Sophia se transforma. En rage, en une détermination d'acier. Elle se leva d'un bond. Elle attrapa le bras maigre de l'enfant. Sa peau était froide, froide comme le marbre d'une tombe. « Nous partons d'ici. »« Maintenant » dit-elle d'une voix qu'elle ne reconnut pas comme la sienne. Mais Esperanza fut plus rapide. Elle se déplaça avec la vitesse d'un serpent. Elle s'interposa entre elle et la porte. Et dans sa main, qu'elle avait sortie d'une poche de sa tunique, quelque chose brillait sous la lumière rose. Un objet métallique, petit et tranchant. Un scalpel. « Personne » siffla Esperanza. Et maintenant sa voix était le son de la folie pure, nue. « N'emportera mon mari. » Le temps s'arrêta. La lame du scalpel capta la lumière rose de la lampe. Un point de lumière mortelle dans la pénombre. Le cerveau de Sophia s'éteignit. Il ne resta plus que ses instincts primaires. Danger. Fuir. L'air se solidifia dans ses poumons. Elle ne pouvait plus respirer. Le goût métallique de la panique envahit sa bouche. Elle lâcha le bras d'Angel. Une erreur.
Le laisser derrière elle était impensable, mais la menace de mort était immédiate, viscérale. Elle recula d'un pas, puis un autre. Ses jambes tremblaient sans qu'elle puisse les contrôler. « Vous avez profané notre temple », dit Esperanza en s'avançant lentement vers elle. « Vous avez tenté de voler ce qui m'appartient de droit divin. Le sang vous a amené à moi, et seul le sang peut payer votre offense. » Elle ne criait pas. Elle parlait avec un calme terrifiant. Le calme de celui qui détient le pouvoir absolu. Sofia regarda par-dessus l'épaule de la femme. Angel était toujours assis sur le lit, immobile. Mais quelque chose avait changé. Une larme. Une seule larme coulait lentement sur sa joue de cire. Cette larme fut comme une décharge électrique dans le système nerveux de Sofia. Elle brisa sa paralysie. Elle ne réfléchit pas. Elle courut. Elle se jeta sur le côté, esquivant Esperanza. Elle heurta le mur dans l'obscurité. La douleur était vive, mais cela n'avait pas d'importance. Elle courut dans le couloir blanc, ses pas résonnant désormais comme des coups de marteau. « Hérétique, démon !» criait Esperanza derrière elle. Ses pas étaient désormais lourds, furieux. Sofia arriva à la porte d'entrée. Ses mains maladroites et tremblantes cherchèrent les verrous. « Tu ne peux pas échapper à la volonté de Dieu », rugissait la voix derrière elle. Le premier verrou. Il ne tournait pas. Ses doigts moites glissaient sur le métal. « Allez, allez. » Il tourna. Clic. Le deuxième. Plus dur. Bloqué. Elle pouvait entendre la respiration d'Esperanza se rapprocher de plus en plus. Elle tira de toutes ses forces. Clic. Le dernier. Au moment où ses doigts le trouvèrent, elle sentit une traction sur ses cheveux. Une douleur aiguë et aveuglante. Esperanza l'avait rattrapée. Sofia hurla. Un cri de pure terreur animale. Elle se tordit, frappant en arrière avec son coude. Elle sentit l'impact sur quelque chose de mou. Elle entendit un gémissement. La prise sur ses cheveux se relâcha. Elle ne regarda pas en arrière. Elle tourna le dernier verrou. Elle ouvrit la porte et se précipita dans la rue. La lumière du soleil la frappa comme un coup de poing, aveuglante, brutale. Elle tomba à genoux sur la terre chaude. Elle haletait. Elle toussait. L'air pur lui brûlait les poumons. Elle tremblait de la tête aux pieds. Des larmes de terreur et de frustration coulaient sur ses joues. Elle se força à se relever. Elle courut vers Satsuru sans oser se retourner. Elle démarra le moteur, qui cette fois répondit du premier coup. Elle accéléra, soulevant un nuage de poussière. Ce n'est qu'une fois, à un pâté de maison de là, qu'elle regarda dans le rétroviseur. La silhouette d'Esperanza se tenait sur le seuil de la Maison Blanche, immobile, la regardant, et sur son visage, à nouveau, ce sourire serein et effrayant. Comme si tout cela n'avait été qu'un jeu dont elle savait qu'elle allait sortir vainqueur. Sofia ne rentra pas chez elle. Elle se rendit directement au bureau. Elle fit irruption dans le bureau de son supérieur, Maître Morales, sans frapper. Il était penché sur son bureau, signant une pile de documents avec une lenteur exaspérante. « Maître !» cria Sofia, à bout de souffle. « Il faut faire quelque chose, tout de suite. Un enfant a été kidnappé. La mère est armée, elle a essayé de m'attaquer avec un scalpel. » Morales leva les yeux, sans se presser. Son visage était un masque d'ennui chronique. Il retira ses lunettes. Il les tint à contre-jour. Il souffla sur un verre invisible. Il commença à les nettoyer avec un mouchoir gris. Chaque mouvement était une torture. « Calmez-vous, mademoiselle Ramirez, » dit-il de sa voix pâteuse. « Vous perturbez la tranquillité du bureau. » « Il n'y a pas de tranquillité à perturber. Un enfant va mourir si nous ne faisons rien. » Toujours aussi dramatique, soupira Morales,
Asseyez-vous. Buvez un peu d'eau. Sophia frappa le bureau du plat de la main. Les papiers s'envolèrent. « Je ne vais pas me calmer », s'écria-t-elle. « Je l'ai vu de mes propres yeux. L'enfant est catatonique. Il a des cicatrices de brûlure. La mère a avoué qu'elle l'élevait pour qu'il devienne son mari et elle m'a menacé avec une arme. » Morales cessa de nettoyer ses lunettes. Il la regarda pour la première fois avec ce qui semblait être de la curiosité, mais ce n'était pas de l'inquiétude. C'était la curiosité d'un entomologiste observant un insecte particulièrement bruyant. « Une menace avec une arme ? Avez-vous été blessé ? Demanda-t-il. « Non, parce que j'ai réussi à m'échapper, mais... » « Y a-t-il des témoins de la menace ? » ?»« Non. Nous étions seuls. C'est pour ça que c'est urgent. » Morales remit ses lunettes. Son visage retrouva son expression neutre et bureaucratique. Il tapa quelque chose sur son ordinateur. « Madame Esperanza Medina. Pas de casier judiciaire. Propriétaire. Impôt à jour. D'après le système, une citoyenne exemplaire. Le système est aveugle. Cette femme est une psychopathe. »« Mademoiselle Ramirez, » dit Morales d'un ton condescendant. « Vous êtes jeune, passionnée. Il est facile de se laisser emporter. Peut-être que la situation vous a dépassé et que vous avez mal interprété les choses. Le stress post-traumatique peut jouer des tours. » Sophia ressentit une vague d'incrédulité, suivie d'une rage glaciale. Il faisait d'elle le problème. « Je n'ai pas mal interprété un scalpel à 5 centimètres de mon visage. » Morales soupira. Le soupir du martyr de la bureaucratie. « Écoutez, Sophia. Pour agir, nous devons suivre le protocole. Remplissez le formulaire 7A, rapport de visite à domicile avec observations à haut risque, et le 12C, pour l'agression subie par un fonctionnaire. Décrivez les faits, soyez objective, précise, sans fioritures émotionnelles. Et pendant que je remplis vos stupides papiers, qu'en est-il d'Angel ? Une fois les formulaires traités, le comité d'évaluation des risques analysera le cas et déterminera les mesures à prendre. » Récita-t-il, comme s'il lisait un manuel. « Cela peut prendre de 48 à 72 heures ouvrables. » 48 à 72 heures. Une éternité. Sophia le regarda. Cet homme gris, caché derrière ses protocoles. Il n'était pas méchant. Il était pire. Il était indifférent. Et son indifférence était l'arme la plus meurtrière de toutes. Le système ne recherchait pas la justice. Il recherchait l'ordre. Il cherchait à transformer l'horreur en un numéro de dossier, à le classer, à l'archiver et à l'oublier. Sophia ne dit rien d'autre. Elle fit demi-tour et quitta le bureau. Elle se rendit aux toilettes des femmes. Elle s'enferma dans une cabine. Et là, agenouillée sur le sol froid, elle vomit. Elle vomit la bile amère de la peur, de la frustration et de l'impuissance. Le système n'allait pas sauver Angel. Le système allait le laisser mourir. Elle se regarda dans le miroir. Son visage était pâle, ses yeux rougis. Mais sous la peur, il y avait quelque chose de nouveau. Une dureté. Une détermination froide comme l'acier. Si le système était l'ennemi, alors elle devrait le combattre. Si le protocole était le mur, elle trouverait le moyen de le démolir ou de le franchir. Elle ne laisserait pas Angel devenir un autre numéro de dossier. Pas tant qu'elle respirerait. Cette nuit-là, Sophia ne dormit pas. Dans son petit appartement, avec pour seule compagnie le bourdonnement du réfrigérateur, elle remplit les formulaires. Le 7A. Rapport de visite à domicile avec observation à haut risque. Le 12C.
Rapport d'agression contre un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Elle écrivait d'une écriture froide et précise. Chaque mot était un morceau de glace. Elle décrivait les cicatrices, le scalpel, la larme solitaire sur la joue de cire de l'enfant. Elle ne le fit pas parce qu'elle croyait en la procédure, mais comme un acte de défi, comme quelqu'un qui grave une épitaphe. J'étais là, je l'ai vu, et vous n'avez rien fait. Tout en écrivant, elle s'interrogeait sur le monstre, sur Esperanza. Personne ne naît monstre. On le devient, petit à petit. Et pendant les heures creuses de cette nuit-là, Sofia a essayé de le construire. Elle a imaginé son passé. Un exercice d'empathie, non pas pour pardonner, mais pour comprendre l'arme à laquelle elle était confrontée. Et la vérité, qu'elle découvrirait bien plus tard, était plus désolante que son imagination. La femme s'appelait Esperanza, un nom qui était une plaisanterie macabre du destin. On l'avait trouvée dans un panier en osier, dans les escaliers d'un couvent à la périphérie d'Oaxaca, nouveau-né, enveloppé dans des chiffons sales. Les religieuses l'appelèrent Esperanza, parce que c'est ce qu'elles étaient censées ressentir. Mais elles ne l'ont jamais fait. Elle grandit dans le silence des cloîtres. Un silence fait de prières murmurées et de règles de fer. Elle apprit que son corps était une source de péché, une tentation, un fardeau. Elle apprit que l'amour n'était pas un sentiment, mais une transaction avec Dieu. Un échange de souffrance contre le salut. Les autres orphelines jouaient, elle riait. Pas Esperanza. Esperanza observait, elle observait les religieuses punir le corps pour sauver l'âme. Le jeûne, les cilices. Les genoux ensanglantés sur le sol en pierre. Et elle apprit la leçon la plus importante de toutes. La douleur purifie. La douleur est une forme de contrôle. La douleur est amour. À 16 ans, elle s'est enfuie. Elle a sauté le mur du couvent une nuit sans lune. Elle a fui le seul monde qu'elle connaissait. Et elle en a trouvé un infiniment plus cruel. La rue, la faim, les hommes. Des hommes qui regardaient éclater son corps non pas comme une source de péché, mais comme une marchandise. Elle a sa vite appris que son corps, ce temple du péché dont on l'avait tant mis en garde, était aussi sa seule monnaie d'échange. Elle s'est vendue. Encore et encore, dans des ruelles sombres, dans des chambres d'hôtel bon marché. Chaque transaction la vidait un peu plus. Son âme est devenue un désert d'indifférence, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Elle ne savait pas de qui. Elle s'en moquait. Cet être qui grandissait en elle n'était pas le fruit du péché. C'était sa chance, son projet de rédemption, un être qui serait à elle, complètement à elle, une âme pure qu'elle façonnerait, qu'elle protégerait du monde sale qui l'avait détruite. Elle l'a appelé Angel, parce qu'il serait parfait, immaculé. Il serait tout ce qu'elle n'avait pas pu être. Et il serait à elle seule. Dès le jour de sa naissance, dans la solitude d'une chambre louée, Esperanza a commencé son œuvre, son grand rituel. Elle isola Angèle du monde. Il n'y avait pas d'autres enfants. Il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait qu'elle. Sa voix était la seule qu'il entendait. Ses paroles étaient la seule vérité de l'univers. Elle lui enseigna un évangile tordu, écrit par elle-même. Un mélange de la Bible, dont elle se souvenait du couvent, et de sa propre folie forgée dans les rues. « Le monde extérieur est l'enfer », lui disait-elle en le berçant. « Les autres humains sont des démons à peau humaine. Je suis ta seule sauveuse. Ta seule porte vers le paradis. Toi et moi, mon amour, nous ne faisons qu'un.
un seul être dans deux corps. Quand Angel eut 7 ans, elle commença le pacte de sang. La première marque, sur son poignet gauche. Elle utilisa un clou chauffé au rouge dans le poil. « C'est le sceau de notre amour éternel », lui murmura-t-elle, tandis que l'enfant criait et se tordait de douleur. La douleur purifie, mon roi. La douleur nous unit pour toujours. Chaque année, à son anniversaire, une nouvelle marque, un nouveau sceau sur la carte de sa peau, sur ses bras, sur ses jambes, sur sa poitrine. Un chapelet de cicatrices qui racontait l'histoire de leur amour malsain. Elle lui apprit à chanter des hymnes étranges aux mélodies dissonantes qu'elle composait dans son esprit. Des chansons d'amour céleste et de dévotion jusqu'à la mort. Elle lui apprit à prier, des prières qui le déclaraient comme son époux céleste, son rédempteur, l'agneau qui se sacrifierait pour elle. Elle l'habillait de tuniques blanches. Elle le gardait dans la pénombre de la pièce, pour protéger sa pureté de la lumière corrompue du soleil. Elle le nourrissait de bouillie et d'aliments pour bébé, pour que son corps ne se développe jamais, pour qu'il ne devienne jamais un homme, pour qu'il reste toujours son enfant, son petit Dieu, son prisonnier. C'était un système parfait, un univers de 2 habitants. Mais parfois, la réalité s'infiltrait à travers les fissures. Le bruit d'un ballon qui rebondissait dans la rue. Les rires lointains d'autres enfants. Et dans les yeux d'Angel, parfois, Esperanza voyait une étincelle, une ombre de curiosité, une lueur de désir. Et quand elle voyait cette étincelle, elle l'éteignait, avec cruauté, avec des jeûnes de 3 jours, avec des heures d'enfermement dans un placard sombre, avec plus de douleur. « Le monde veut te corrompre, mon amour », lui murmurait-elle en essuyant ses larmes. « Mais je ne le permettrai pas, je te protégerai. » Et Angel, qui ne connaissait pas d'autre réalité, la croyait. Il souffrait. Mais il la croyait. Jusqu'au jour où Sofia Ramirez a ouvert la porte, cette étrangère, cette femme venue de l'enfer extérieur, qui le regardait non pas comme un dieu, mais comme un enfant, qui lui parlait d'une voix douce qui ne demandait rien en retour, qui le regardait avec compassion, une émotion qu'il n'avait jamais vue. Et à cet instant, une fissure s'ouvrit dans le mur de sa prison mentale, une petite fissure, par laquelle s'infiltra, pour la première fois, une volonté propre, un mot, « Aide-moi ». Il ne savait pas d'où elle venait. Elle était simplement sortie. Et elle avait tout changé. Le lendemain matin, Sofia déposa les formulaires sur le bureau de Morales. Il les prit sans la regarder. Il les plaça dans un bac, en attente. « Le comité les examinera en temps voulu », dit-il, avant de retourner à ses papiers. Sofia ressentit la futilité de cet acte comme un coup physique. Ce jour-là, elle décida que le système n'était pas un allié. C'était un obstacle. Et les obstacles, on les contourne. Ou on les abat. Elle passa la journée à passer des coups de fil, à chercher dans sa liste de contacts quelqu'un qui n'avait pas peur de la bureaucratie. Elle trouva un nom. Carmen Rios, une journaliste d'un journal numérique connu pour son journalisme d'investigation. Une femme qui avait dénoncé des politiciens corrompus et des réseaux de traite d'êtres humains. Une femme qui, disait-on, mangeait des bureaucrates au petit déjeuner. Elles se sont rencontrées dans un café bruyant du centre-ville. Carmen était plus âgée que Sofia, la quarantaine bien tassée. Elle avait les cheveux courts, grisonnants, et un regard qui semblait avoir tout vu. Sofia lui raconta l'histoire, sans fioriture, avec la crudité des faits, la maison blanche, l'odeur, les yeux vides d'Angel, les cicatrices, le scalpel, le sourire d'Esperanza, l'indifférence de Morales.
Carmen écoutait en silence. Elle remuait son café avec une cuillère, encore et encore. Quand Sofia eut terminé, il y eut un long silence. « Je te crois », dit finalement Carmen en posant la cuillère. Le bruit métallique fut comme un point final. « Pourquoi ?» demanda Sofia, surprise par cette acceptation immédiate. « Parce que la folie a sa propre logique », répondit Carmen. « Et parce que je reconnais le son de la vérité quand je l'entends. Et je reconnais aussi l'odeur de merde de la bureaucratie à des kilomètres à la ronde. » Elle but son café d'un trait. « Ton patron Morales ne fera rien. Le parquet ne fera rien. Ils attendent que l'enfant soit retrouvé mort dans un fossé pour commencer à enquêter. » Ces mots étaient brutaux. Mais ils étaient vrais. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» murmura Sofia. Carmen sourit pour la première fois. Un sourire tordu, fatigué, mais plein de combativité. « Nous faisons ce qu'ils ne veulent pas que nous fassions, » dit-elle. « Nous faisons du bruit. Nous donnons un visage et un nom au dossier 34B 2023. Le plan était risqué. Peut-être illégal. Mais c'était la seule chose qu'elles avaient. Elles retourneraient à la maison. Cette fois, Carmen accompagnerait Sofia, se faisant passer pour sa superviseuse, et elle emporterait une caméra cachée. Un petit bouton dans sa veste. Elles avaient besoin qu'Esperanza répète ses délires. Elles avaient besoin de capturer sa menace. Elles avaient besoin d'une preuve irréfutable que même le procureur le plus cynique ne pourrait ignorer. « Elle t'a attaqué parce que tu étais seule, » raisonna Carmen. « À deux, elle se sentira acculée. Soit elle parlera, soit elle commettra une erreur. Dans les deux cas, nous gagnons. » 2 jours plus tard, elles se retrouvèrent devant la Maison Blanche. Sofia avait une impression de déjà-vu nauséabonde. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Carmen posa une main ferme sur son épaule. « Respire, » lui dit-elle. « Souviens-toi, nous sommes ici pour l'enfant. Tu es sa seule voix. » Elles frappèrent à la porte. L'attente fut plus courte cette fois-ci. La porte s'ouvrit. Esperanza était là. Elle portait la même tunique blanche, le même sourire serein. Mais ses yeux brillaient d'une nouvelle intensité. Ils reconnurent Sofia, et ils la congédièrent avec haine. « Encore vous, » dit-elle, sans la moindre trace de douceur dans la voix. « L'envoyé du diable. »« Madame Medina, » intervint Carmen d'une voix autoritaire. « Je suis Carmen Rios, la superviseure de Mademoiselle Ramirez. Votre cas a été transmis à un niveau supérieur en raison de votre manque de coopération. » Le sourire d'Esperanza s'élargit. « Il n'y a pas de cas, » dit-elle. « Il n'y a que la paix et la dévotion. Quelque chose que vous, créature de la boue, ne pouvez pas comprendre. » « Nous voulons voir Angel, » dit Carmen, allant droit au but. « Mon fils est en communion. Il ne peut pas être dérangé, » répéta-t-elle la même litanie. « Votre fils est un mineur sous la protection de l'État, » répliqua Carmen. « Et nous avons des raisons de croire qu'il est en danger. » Esperanza éclata de rire. Un rire court, sans joie. « En danger ? Le seul danger, c'est votre monde. Votre saleté. Je l'ai sauvé de tout cela. Je l'ai purifié. Il est à moi. Son corps m'appartient. Son âme m'appartient. Il a été créé pour moi, et il reviendra à moi. C'est notre pacte sacré. » Elle avouait tout, directement à la caméra. Sofia ressentit une vague de triomphe. Il l'avait. Mais le sourire d'Esperanza devint sinistre. « Je savais que vous reviendriez, » murmura-t-elle. « Les démons reviennent toujours au lieu sacré qu'ils ont profané. Mais cette fois, j'étais prête.
Elle recula d'un pas et leva quelque chose qu'elle tenait dans sa main. Ce n'était pas un scalpel, c'était un flacon en verre, rempli d'un liquide jaunâtre et épais. « Je sais comment purifier, » dit-elle en dévissant le bouchon. « Je sais comment nettoyer la saleté de ma porte. » Une odeur âcre, chimique, envahit l'air. De l'acide. Les yeux de Carmen s'écarquillèrent. « Cours !» cria-t-elle en poussant Sofia en arrière. Elles coururent. Esperanza jeta le contenu du flacon. Le liquide vola dans les airs. Sofia sentit une goutte brûlante sur son bras. Une douleur aiguë, comme la piqûre de 1000 guêpes. Le reste de l'acide a touché la voiture de Carmen, qui était garée à proximité. La peinture a bouillonné et s'est dissoute instantanément, libérant une fumée blanche et toxique. Le métal en dessous était exposé, noir et corrodé. Elles sont montées dans la voiture et ont pris la fuite, poursuivies par le rire dément d'Esperanza. Un rire qui n'était pas humain. C'était le son de la folie triomphante. Elles se rendirent directement au parquet. Elles n'attendirent pas. Elles ne prirent pas rendez-vous. Elles firent irruption dans le bureau du même agent du ministère public. Celui à la moustache mal entretenue. Carmen posa le petit bouton de la caméra sur son bureau. « Tenez, » dit-elle, la voix tremblante de rage. « Des aveux d'enlèvement et de torture. Et une tentative de meurtre. Enregistrée. Vous avez besoin d'autre chose? Vous voulez qu'on vous apporte le corps de l'enfant ?» L'agent connecta la caméra à son ordinateur. Il regarda l'enregistrement en silence. Son visage ne montrait aucune émotion. À la fin de la vidéo, il se cala dans son fauteuil. Il regarda Carmen, puis Sofia, qui tenait son bras brûlé. « Tentative d'agression », dit-il d'un calme exaspérant. « Tentative ? Il nous a jeté de l'acide », s'écria Carmen. « Mais il ne vous a pas gravement blessé », répondit l'agent en montrant le bras de Sofia. « Une brûlure au 1er degré. Quant à la voiture, il s'agit d'un dommage à la propriété privée. C'est un autre service. Le monde semblait être devenu fou. » Elle a avoué qu'elle le retenait captif, qu'elle le torturait, insista Sofia. Elle a dit tout un tas de charabia religieux, répliqua l'agent. Un bon avocat dira qu'elle est une fanatique, pas une criminelle. Que vous l'avez harcelée sur sa propriété et qu'elle a réagi par peur. Il se leva. Il contourna le bureau. Il se planta devant elle. « Écoutez, » dit-il en baissant la voix, comme s'il leur faisait une faveur. « Je vous crois. D'accord? Cette femme est folle. Mais le système a besoin de plus. Il a besoin d'un rapport médical sur les blessures de l'enfant. Il a besoin d'une expertise psychologique. Sans l'enfant, je n'ai pas de dossier. Je ne peux pas demander à un juge un mandat de perquisition sur la base d'une vidéo d'une femme folle qui dit des choses folles. Le juge se moquerait de moi. »« Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Sofia, la voix brisée. L'agent haussa les épaules. Ce geste, ce maudit geste d'indifférence totale. « Attendre, » dit-il. « Attendre qu'il commette une erreur que nous ne pouvons ignorer. Ou, si vous voulez poursuivre pour agression, remplissez le formulaire 3C. Et pour les dommages causés à la voiture, le 8F. » Ils quittèrent le bureau du procureur. Le soleil de l'après-midi leur semblait être une insulte. Elles restèrent debout sur le trottoir. Vaincues. Le système n'était pas un mur. C'était un labyrinthe. Un labyrinthe conçu pour que vous vous perdiez. Pour que vous vous lassiez. Pour que vous abandonniez. « Il va le tuer », murmura Sofia, les larmes coulant enfin sur son visage. « Maintenant qu'il sait que nous sommes proches, il va le tuer.
Carmen la serra dans ses bras. « Non, dit-elle, avec une férocité renouvelée dans la voix. Il ne le fera pas, parce que nous allons le sortir de là ce soir. »« Comment? La police ne viendra pas. »« Au diable la police, dit Carmen. Si le système ne nous ouvre pas la porte, nous la défoncerons. » La décision était prise. Elles étaient devenues des criminels. Et pour la première fois depuis des semaines, Sofia ressentit une étrange paix. La paix de celle qui n'a plus rien à perdre. La nuit tomba sur Puebla, non pas comme une promesse de repos, mais comme une complice. Un manteau d'obscurité qui dissimulerait ce qui allait se passer. Sofia et Carmen ne se sentaient pas comme des héroïnes. Elles se sentaient comme des criminels. Et d'une certaine manière, elles l'étaient. Elles allaient enfreindre la loi pour tenter de rendre justice. Un paradoxe qui n'existe que dans un monde où le système est défaillant. Elles se sont retrouvées à 10 heures du soir dans une rue déserte, à 2 pâtés de maison de la Maison Blanche. Carmen n'avait pas seulement apporté une barre de fer. Elle ouvrit le coffre de sa vieille voiture et montra un petit arsenal de désespoir. Une pince coupante pour sectionner les chaînes, une lampe torche puissante, des gants de travail et 2 cagoules noires. Si nous devons être des criminels, au moins ne donnons pas l'impression d'être des amateurs, dit Carmen avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Sofia a enfilé la cagoule. Le tissu rugueux lui piquait le visage. Elle se sentait irréelle. Comme dans un mauvais film, elles ont marché en silence, 2 ombres se déplaçant dans l'obscurité. Le quartier El Suspiro était mort. Les lumières des maisons étaient éteintes. Personne ne voulait voir. Personne ne voulait être témoin. Elles arrivèrent à la maison. Elle ressemblait à un fantôme. Un mausolée d'un blanc osseux sous la lumière inexistante de la lune. L'air autour d'elle était froid, lourd. « Prête ?» murmura Carmen. Sofia acquiesça, même si elle n'était pas prête. Personne ne peut être prêt à entrer en enfer. Carmen introduisit la pointe de la barre de fer dans le cadre de la porte. Elle fit levier. Un craquement. Le bois gémit, mais tint bon. « Merde, il a renforcé la porte !» marmonna Carmen. Elle fit à nouveau levier. Plus fort, en mettant tout le poids de son corps. Un bruit plus fort. Un craquement. Mais la porte restait fermée. « Ça ne marchera pas, » dit Sofia, la panique commençant à monter. « Ils vont nous entendre. »« Plan B, » dit Carmen sans perdre son calme. Elle fit le tour de la maison. Sofia la suivit. Les fenêtres étaient scellées, pas avec des rideaux, avec des planches de bois clouées de l'intérieur. La maison était une forteresse, un bunker. Elles arrivèrent à l'arrière. Il y avait une petite fenêtre, plus haute, celle de la salle de bain, supposèrent-elles. Elle était également couverte, mais les planches semblaient plus vieilles, plus pourries. « Monte-moi, » dit Carmen. Sofia entrelaça ses mains pour former un échelon. Carmen, étonnamment agile, se hissa vers le haut. Elle s'agrippa au rebord de la fenêtre. Avec la barre de fer, elle commença à frapper le bois. Des coups sourds, étouffés. À la recherche d'un point faible, des éclats de bois volaient. Après plusieurs minutes qui semblèrent une éternité, une planche céda, puis une autre. Carmen brisa la vitre avec la barre enveloppée dans sa veste pour étouffer le bruit. Et elle entra. Sofia attendit en bas, seule dans l'obscurité. Chaque seconde était une torture. Et si Esperanza était à l'intérieur, en train de l'attendre? 2, 3 minutes passèrent. Elle entendit le bruit des verrous de la porte d'entrée tourner de l'intérieur. La porte s'ouvrit. C'était Carmen. Son visage était pâle sous la cagoule.
Entre, dit-elle, et prépare-toi. Sofia entra. L'odeur, mon Dieu, l'odeur. Elle était 1000 fois pire qu'avant. Le parfum sucré était devenu rance, et l'odeur métallique du sang était fraîche. Le silence à l'intérieur de la maison était absolu. « Esperanza » murmura Sofia. « Elle n'est pas là » répondit Carmen. La maison est vide. Elles avancèrent avec leurs lampes de poche. Les faisceaux de lumière transperçaient l'obscurité, révélant un chaos qui n'était pas là auparavant. Les meubles étaient renversés. Les quelques décorations étaient brisées sur le sol. Il y avait une impression de départ précipité, de fuite. Elles arrivèrent dans le couloir. La porte de la chambre d'Angel était grande ouverte. Sofia sentit un bloc de glace se former dans sa gorge. Elle ne voulait pas entrer. Mais ses pieds se mirent en mouvement tout seuls. Elle braqua sa lampe torche. La chambre était un véritable champ de bataille. Le lit était défait. Les draps blancs étaient tachés. Les rideaux noirs de l'hôtel étaient déchirés. Et sur le sol, au milieu de la pièce, il y avait une grande flaque sombre, encore humide, du sang, beaucoup de sang. À côté de la mare, une mèche de cheveux noirs et raide. Et autre chose. Quelque chose de blanc. Un morceau de tissu de la tunique d'Angel, imprégné de sang. Un cri étouffé, guttural, s'échappa des lèvres de Sofia. Elle tomba à genoux. Le faisceau de sa lampe torche tremblait, éclairant la scène d'horreur. « Non, » murmura-t-elle. « Non, non, non. » Ils étaient arrivés trop tard. Ils étaient arrivés trop tard. Carmen s'agenouilla à ses côtés. Elle posa un bras sur ses épaules tremblantes. Elle ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Le silence disait tout. La bête avait dévoré l'ange. Et elle était partie. La police arriva enfin, alertée par un voisin qui, cette fois-ci, avait entendu le bruit et avait osé appeler. Ils trouvèrent Sofia et Carmen assises sur le trottoir, en silence. 2 statues de choc et d'échec. Les agents entrèrent dans la maison. Ils en sont ressortis pâles. L'un d'eux, un novice, a vomi dans le jardin. Maintenant, oui. Maintenant que la maison était une scène de crime. Maintenant qu'il y avait du sang sur le sol. Maintenant, oui, le système s'est réveillé. Ils ont bouclé la zone. Les experts sont arrivés. Les photographes. Maître Morales est arrivé, dans son costume impeccable, le visage feignant une grave préoccupation. « Vous avez fait ce que vous pouviez, mesdemoiselles, » leur a-t-il dit. Sofia a eu envie de lui cracher dessus. Ils ont lancé une alerte Amber, une alerte de recherche pour Esperanza Medina et son fils, Angel. Probablement blessé. Mais c'était comme chercher des fantômes dans le brouillard. Il n'y avait pas de photos récentes d'eux deux. Il n'y avait pas de registre. Ils avaient disparu. Les jours se transformèrent en semaines. Les semaines en mois. L'affaire de la mère de Puebla fit sensation dans les médias pendant quelques semaines. Puis, comme toujours, une nouvelle tragédie fit la une des journaux. Et la Maison-Blanche fut oubliée. Le dossier 34B 2023 se remplit de rapports, d'expertises et de témoignages. Puis, il fut classé. Sofia a démissionné. Elle ne pouvait plus s'asseoir à ce bureau. Elle ne pouvait plus remplir de formulaires. Le système ne l'avait pas seulement déçue, il l'avait brisée. Elle a rejoint une petite ONG. Voces Olvidadas, Voix oubliées. Une organisation qui aidait à rechercher les enfants disparus longtemps après que les médias et la police les aient oubliés. Chaque visage sur les affiches recherchées était celui d'Angel. Carmen a écrit l'article de sa vie. Un reportage féroce, brutal.
Il ne racontait pas seulement l'histoire d'Angel. Il dénonçait, nom par nom, l'avocat Morales, le procureur, tout le système corrompu qui avait permis que cela se produise. Cet article lui a coûté son emploi. Mais elle s'en moquait. Une année s'est écoulée. Puis 2. Sofia n'a jamais perdu espoir. C'est devenu sa pénitence. Elle a consulté les bases de données des morgues et des hôpitaux de tout le pays. Elle a suivi chaque piste, chaque rumeur d'un enfant étrange trouvé au milieu de nulle part. La plupart étaient des impasses, des rappels douloureux de son échec. Jusqu'au jour où, 3 ans après la nuit du cambriolage, elle a reçu un appel. Il provenait d'un hôpital rural du Chiapas, à plus de 700 km de là. La police avait trouvé un jeune homme, errant sur une route secondaire, marchant en rond. Il était gravement mal nourri, déshydraté, et couvert d'étranges cicatrices, certaines anciennes, d'autres plus récentes. Il ne parlait pas, il ne répondait pas. Il était dans un état catatonique, et il ne se souvenait pas de son nom. Le cœur de Sofia s'est arrêté, puis s'est remis à battre comme un vieux moteur. Elle a conduit toute la nuit. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle est arrivée à l'hôpital à l'aube, les yeux brûlants de fatigue et de caféine. Une infirmière l'a conduite dans une chambre au bout d'un couloir. Ce n'est pas une vue agréable, l'a-t-elle prévenue. Sofia a pris une profonde inspiration et est entrée. Dans un lit, vêtu d'une blouse d'hôpital trop grande pour lui, se trouvait un jeune homme. Il regardait le plafond. Il était plus grand, beaucoup plus mince. Son visage était un crâne recouvert de peau, les pommettes saillantes, les yeux enfoncés. Ses cheveux noirs, autrefois longs, n'étaient plus qu'une touffe emmêlée et sale. Mais c'était lui. C'était Angel. Sofia étouffa dans son propre souffle. Elle s'agenouilla près du lit. Les larmes qu'elle avait retenues pendant 3 ans jaillirent sans contrôle. Elle lui prit la main. C'était un tas d'os froid. « Angel, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je suis Sofia. Tu te souviens de moi? De la maison blanche ?» Lentement, dans un effort qui semblait monumental, il tourna la tête. Ses yeux, vides et opaques, se posèrent sur elle. Il ne la reconnut pas. Il n'y avait rien, seulement ce gouffre désolant dont elle se souvenait si bien. Mais cette fois, Sofia ne recula pas. Elle n'abandonna pas. Elle resta. Elle resta avec lui, jour après jour. Elle lui parlait. Elle lui lisait des contes pour enfants. Elle lui faisait écouter de la musique classique sur un petit lecteur. Les médecins étaient pessimistes. Le traumatisme était trop grave. Son cerveau s'est protégé en s'éteignant. Il ne reviendra peut-être jamais. Mais Sofia a refusé de le croire. Un jour, une semaine plus tard, alors qu'elle lisait Le Petit Prince, Angel a cligné des yeux. Un simple clignement. Mais pour Sofia, ce fut un séisme. Quelques jours plus tard, il a bougé un doigt. Quelques semaines plus tard, sa bouche a émis un son, un gémissement. Et 1 mois plus tard, il prononça son premier mot en 3 ans. Oh. Ce fut une renaissance, un processus long, douloureux, comme voir un papillon sortir de son cocon avec les ailes cassées et froissées, essayant d'apprendre à voler. Son esprit avait tout effacé. La maison, les tuniques blanches, la douleur, les chants et Esperanza. Il l'avait complètement effacée. On n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Elle avait disparu de la surface de la terre. Certains disent qu'après avoir perdu Angel, elle s'était enfoncée dans la jungle et s'était laissée mourir. D'autres, qu'elle avait trouvé un nouveau culte, un nouvel enfant à convertir en son Dieu personnel. Sa méchanceté s'était simplement évanouie, sans punition, sans justice.
Angel a été transféré dans un centre de rééducation neurologique. Il a dû réapprendre à marcher, à parler, à manger des aliments solides, à ressentir. Un jour, dans la salle d'ergothérapie, il y avait un vieux piano droit. Angel a été attiré par lui. Il s'est assis sur le tabouret. Il n'avait jamais vu de piano auparavant, ou du moins c'est ce que croyait son esprit conscient. Mais ses doigts se sont mis à bouger tout seuls, avec leur propre mémoire, et il s'est mis à jouer. Une mélodie complexe, dissonante, mélancolique, mais indéniablement belle. L'un des hymnes tordus de sa mère. Les thérapeutes étaient stupéfaits. Le traumatisme avait effacé son identité, son histoire, sa douleur. Mais il n'avait pas pu effacer la musique. La musique était le seul pont qui lui restait vers son passé. Et elle est devenue son seul point d'ancrage pour construire un avenir. Conclusion. L'histoire d'Angel n'a pas de fin heureuse. Elle ne peut pas en avoir. Les cicatrices de son corps s'estomperont avec le temps. Mais celles de son âme sont une carte qui ne s'effacera jamais. C'est un rappel murmuré que les monstres les plus terrifiants ne vivent pas dans l'ombre. Ils vivent en plein jour. Parfois, ils ont le visage d'une mère. Parfois, ils ont le visage d'un bureaucrate ennuyeux. Mais l'histoire d'Angel est aussi un rappel d'autre chose, de la résilience de l'esprit humain, de cette petite étincelle de lumière, ce mot murmuré « Aide-moi », qui refuse de s'éteindre même dans l'obscurité la plus profonde, la plus absolue et la plus solitaire. L'histoire d'Angel est un miroir brisé. Et dans chaque fragment, nous voyons le reflet d'une société qui a échoué, d'un système conçu pour se protéger lui-même et non pour protéger les plus vulnérables. Il nous oblige à nous poser la question à laquelle personne ne veut répondre. Combien d'Angeles y a-t-il en ce moment, enfermés dans des maisons blanches? Combien de voix murmurent « Aide-moi » dans le silence, sans que personne ne les entende? Nous ne le savons pas. Et cela, c'est la véritable réalité interdite. Je suis Matteo Del Valle. À bientôt, dans la prochaine ombre.